À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de À bras-le-corps. Alors à bras-le-corps, comme à chaque fois, vous propose une autre vision du handicap. Et aujourd'hui, pour ce numéro assez spécial de À bras-le-corps, je vous propose de faire connaissance avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors c'est tout un monde, toute une vision, toute une philosophie aussi, et toute une arme, un outil. Donc ce sera l'occasion de découvrir cette convention avec Assia Hazi, qui est, on va dire, experte en ce qui concerne la Convention relative aux personnes handicapées. Je vais laisser aussi se présenter et nous dire un peu qui est Assia Hazi. Donc, je m'appelle effectivement Assia Hazi. Je travaille à Handicap International dans le cadre d'un projet de développement qui est en relation avec le droit des enfants. Et donc, effectivement, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un outil qui nous permet donc de développer beaucoup de projets que nous mettons en place sur le terrain à travers les associations. Donc, vous, Assia, vous êtes aussi, comme je le disais, un peu experte dans le sens où vous avez à plusieurs reprises prodigué en fait des petites formations qui tendent un petit peu à vulgariser justement cette convention. Effectivement, oui. Donc ça fait longtemps que je travaille dans le cadre de projets. Généralement, oui, effectivement, je fais des formations concernant l'approche du handicap pour faire en sorte que les personnes qui sont en face puissent changer de vision, donc avoir une autre vision sur le handicap. Et donc la convention est l'outil important sur lequel on se base pour faire en sorte que non seulement les gens changent de vision, mais aussi de pratique. Pour dire aussi que donc il y a des droits qui existent effectivement pour tout le monde, que si tout le monde doit avoir accès à ces droits, il y a certaines personnes qui ont des difficultés à y avoir accès. Et donc cette convention nous explique un petit peu comment mettre des dispositifs en place pour que les personnes en situation de handicap puissent réellement avoir accès à leurs droits dans tous les dispositifs qui sont mis en place pour tout le monde. En fait, donc nous avons effectivement plusieurs conventions qui ont été ratifiées par l'Algérie, mais il y a la convention relative aux droits des femmes, la convention relative aux droits des enfants. Mais dans ces conventions-là, la situation des personnes handicapées n'est pas prise en compte dans ces conventions-là. Et donc c'est pour ça que donc, dans d'autres pays, le mouvement associatif qui est représenté par les personnes en situation de handicap, on dit qu'il fallait une convention relative aux droits des personnes handicapées pour les inclure aussi dans toutes les autres conventions où elles ne sont pas représentées. Donc effectivement, si on prend la convention relative aux droits des femmes, on va voir qu'effectivement il faut éviter de faire des discriminations sur le genre. Donc si c'est une petite fille, elle a le droit d'aller à l'école. Et dans la convention relative aux droits des personnes handicapées, on va dire qu'il ne faut pas faire de discrimination non seulement envers le genre, donc femme ou homme, et aussi de discrimination basée sur le handicap. Donc si cette personne est une femme et qu'en plus elle présente un handicap et qu'on lui refuse l'accès par exemple à l'éducation, eh bien il va y avoir une double discrimination. Donc dans la convention par exemple relative aux droits des femmes, effectivement on parle de la situation des femmes mais on ne parle pas de la situation des femmes en situation de handicap. Et la même chose pour les enfants. Donc on met dans cette convention, on revient sur ces aspects-là pour dire que les droits c'est pour tout le monde. Et donc il faut prendre des dispositifs pour que le droit de tous puisse être respecté. Et dans la convention relative aux droits des personnes handicapées, on accentue sur ce genre de dispositifs qu'il faut mettre en place. L'Algérie a ratifié cette convention.
Oui, donc l'Algérie a ratifié cette convention en 2009. Ce qui est important dans cette convention, c'est aussi de dire que cette convention a mis moins de temps que les autres à être adoptée par l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une forte implication de la société civile qui, elle, est représentée par les personnes handicapées, qui, elles, sont experts un petit peu de la situation des personnes handicapées. Et donc cette convention a mis beaucoup moins de temps que les autres à être adoptée et aussi à être ratifiée par beaucoup signée et ensuite ratifiée par beaucoup d'autres États. Ce qui est spécifique, ce qui est, on va dire, pertinent dans cette convention, c'est que on laisse une grande partie à la société civile qui, elle, est représentée par les personnes en situation de handicap à travers des associations, à travers des groupes, pour être impliquées aussi bien qu'elles ont été impliquées au moment de la constitution de cette convention, elles ont été impliquées au moment de l'adoption. Et dans cette convention, on demande à ce qu'elles soient impliquées aussi au moment de sa mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on conseille les États à chaque fois à inviter la société civile représentée par les personnes en situation de handicap à venir et à les impliquer à tous les dispositifs ou bien à toutes les politiques ou bien à tous les systèmes ou bien à toutes les planifications que l'on peut mettre en place pour les inviter à venir et à développer avec eux ces dispositifs-là. Est-ce que ça nous oblige, nous, en tant qu'Algérie, à appliquer ce qui existe dans cette convention ou pas ? Effectivement, lorsqu'on ratifie, donc on signe d'abord une convention, cela veut dire qu'on est d'accord avec les principes de cette convention, mais que lorsqu'on ratifie, c'est qu'on est dans l'obligation de mettre en œuvre cette convention, pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois faire des évaluations pour voir comment est-ce que cette convention a été appliquée avec le temps et donc à faire à chaque fois des rapports et voir si effectivement cette convention a été appliquée. Mais effectivement, on est dans l'obligation de l'appliquer après avoir ratifié une convention. Et si jamais c'est pas appliqué, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais ce n'est pas appliqué, bien écoutez, chaque année, non, il y a donc un programme au niveau de l'ONU, puisque lorsque un État ratifie une convention, ensuite il doit faire un rapport pour rendre compte de ce qui a été fait dans le pays. Donc ce qui est intéressant, comme tout à l'heure on parlait de l'implication de la société civile, c'est qu'en parallèle, la société civile aussi peut faire un rapport. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'il peut se passer que le rapport ne sera pas vraiment en conformité avec la ratification, puisque l'État s'est engagé à appliquer cette convention. Et donc au niveau des États membres, au niveau de Genève ou de l'ONU, donc il va y avoir des répercussions par rapport à ça. Donc ce ne seront pas des répercussions, on va dire, d'ordre juridique ou bien, parce que mais effectivement c'est que l'Algérie... Ça fait pas beau, quoi, ça fait vraiment... Beau, ouais. Voilà, et bien sûr, puisque c'est quand même... on s'engage dans une instance, donc à un niveau international, où plusieurs États vont donc s'engager dans cette même démarche. Et donc, si nous aussi, si l'Algérie ratifie, ce serait bien donc qu'il soit aussi dans cette même mouvance-là. Là, c'est une place qu'il perdrait. Cette convention, de toute façon, n'est pas une malédiction, au contraire, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est pas vraiment quelque chose d'inimaginable que de ne pas l'appliquer. Au contraire, tout le monde gagnerait justement à l'appliquer. Alors, on va commencer justement à s'intéresser concrètement, à prendre la petite loupe et décortiquer un petit peu la convention. Bon, les textes sont nombreux. On va essayer de s'imprégner un peu de la philosophie ou de l'essence de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'obligation. Donc, les États doivent éliminer les obstacles qui existent pour que les personnes handicapées puissent réellement jouir de leurs droits. Ils doivent aussi empêcher toute violation de ces droits par d'autres personnes. Donc on peut voir parfois il y a des, si on peut illustrer, il y a des enfants qui doivent aller à l'école mais qui sont
donc rejetés de l'école parce qu'ils ont un handicap, parce que donc là effectivement c'est à l'État donc de protéger les droits de ces personnes et donc est aussi dans une obligation d'exécution. Donc la convention est un texte juridique contraignant et donc les États parties doivent nécessairement adapter leur législation à cette convention-là pour qu'elle soit vraiment donc en conformité avec cette convention et ses principes. C'est-à-dire que même au niveau des lois, c'est-à-dire à partir du moment où la convention a été ratifiée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des petites modifications de manière à ce que cette convention soit en conformité et épouse justement le contexte réel algérien, quoi. En fait, ici dans cette loi, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on pourrait appeler nouveau, hein. Donc il y a un esprit d'inclusion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque, par exemple, il y a une nouvelle politique qui est mise en place dans le cadre de l'éducation, on va dire, il faudrait que le facteur handicap, parce qu'on dit que le handicap est un facteur humain, donc de développement humain. Et donc, si on fait une nouvelle politique dans le cadre de l'éducation, il faudrait qu'au niveau de cette politique, le facteur du handicap soit pris en compte pour que tout ce qui va se faire dans le futur pour tout le monde, qu'il y ait cette partie-là qui soit déjà intégrée au niveau de la politique, pour qu'au niveau du programme et au niveau, on va dire, du budget, il y ait donc tout ça qui est déjà prévu. Et donc la Convention, elle a cet esprit d'inclusion en disant que tout doit être donc déjà préétabli, donc tout doit être prévu bien avant, aux plus hautes sphères, donc au niveau des décisions qui sont prises. Il y a une nouvelle loi qui est votée pour tous. Donc pour tous, cela veut dire aussi les personnes en situation de handicap. Elle doit être inclue à ce niveau-là. Et c'est tout l'esprit de cette convention pour dire que ce n'est pas de nouveaux droits qui sont demandés, mais c'est un droit pour tous, mais il faut que le facteur du handicap soit pris en compte au moment des grandes décisions. N'oubliez pas, on est là. C'est dans ce sens, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à réfléchir à un projet, faut surtout pas oublier aussi les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est ça, oui. Donc effectivement, si on prend, voilà, on imagine que le ministère du Transport a un gros budget pour acheter donc des bus. Comme les bus, il va de toute manière les acheter, ça lui coûterait donc pas plus cher d'acheter tous ces bus pour tout le monde en étant aménagé. Donc tout le monde peut rentrer dans un bus aménagé, tandis que lorsque le bus n'est pas aménagé, il n'y a que quelques personnes qui peuvent y entrer. Donc c'est un peu l'esprit de la Convention. C'est que lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle politique, un nouveau dispositif, mettre en place, je sais pas moi, un nouveau projet, eh bien il faut se dire qu'il y a un facteur du handicap qui concerne l'humain qui doit être pris en compte. Voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est en fait proposer des produits finis, on va dire, et non pas semi-finis pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà. Cette convention, en fait, elle a une vision. Donc la vision, elle est basée sur un concept de développement humain. Ce concept va donc, d'où la définition un petit peu de cette convention sur le handicap. Qu'est-ce que le handicap? Donc elle va dire que le handicap, c'est une personne qui a effectivement des déficiences si on fait un diagnostic médical, donc dans un contexte médical, en interaction avec un environnement donné. Donc c'est les États dans lesquels on vit. Donc ici c'est l'Algérie. Donc une personne qui vit en Algérie avec donc de déficience et donc elle a des habitudes de vie. Donc les habitudes de vie, c'est se lever, manger, dormir, sortir. Et aussi, elle a comme tout à chacun, nous avons des aspirations. Donc nous voulons, pour nous valoriser, avoir un emploi, faire des études, évoluer, enfin fonder une famille. Donc tout ça, c'est ce qui nous valorise. Donc c'est à partir de ce moment-là, si maintenant il y a des personnes qui ont des difficultés à réaliser ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont des obstacles au niveau de l'environnement. Ce n'est pas elles mais c'est l'environnement qui les empêche de les faire. Donc c'est comment s'attarder sur ces obstacles, les éliminer ces obstacles pour que toutes les personnes puissent avoir
les mêmes droits que tous, c'est-à-dire qu'elles doivent être en égalité des chances avec tout le monde. Donc un enfant qui veut, je reviens toujours vers un enfant, les enfants qui veulent aller à l'école par exemple et qui ont des difficultés pour marcher par exemple, donc ils peuvent plus marcher, ça c'était le contexte médical. Donc ils ont un fauteuil pour circuler. Le circuler c'est la participation sociale, c'est l'habitude de vie. Donc si elles ne peuvent pas circuler pour aller à l'école, donc elles ont des difficultés pour prendre un transport parce qu'il n'est pas accessible. Elles ont des difficultés parce que les écoles, les classes sont en étage, tout ce qui s'ensuit, donc elles ont des difficultés. Elles ne peuvent pas parce que les toilettes, on va dire, elles peuvent pas rester toute une journée parce qu'elles n'ont pas quelqu'un pour les aider à l'intérieur de cette école. Donc tout ça fait que cet enfant qui veut aller à l'école n'a pas la même chance que les autres parce que lui, il doit avoir il rencontre tous ces obstacles. Mais ces obstacles-là peuvent être éliminés. Alors, si on doit rester toujours dans le même exemple, comment éliminer ces obstacles ? Et donc, voilà, c'est là où intervient justement la Convention en disant qu'il faut mettre un dispositif en application pour pouvoir éliminer ces obstacles. Donc, par rapport, si c'est le transport, donc il faudrait qu'il y ait un transport qui soit accessible à tous, donc aux personnes handicapées, mais aussi à tout le monde, parce que les personnes handicapées veulent vivre avec tout le monde, donc c'est pas en aparté. C'est un transport spécial pour les personnes handicapées. C'est ça, c'est un transport qui est adapté pour tous, où tout le monde peut y accéder. Donc, on parle d'aménagement raisonnable dans la Convention, donc cela voudrait dire que si l'école est déjà construite et qu'il n'est pas accessible, on ne va pas demander à ce que cette école soit détruite et reconstruite, ce qui coûterait très cher et puis qui serait plus ou moins irréalisable, mais c'est de faire en sorte que le personnel qui travaille dans cette école, donc le directeur et tout ce qui s'ensuit, puisse mettre une classe au niveau du rez-de-chaussée, que la classe où l'enfant puisse rester toujours au niveau du rez-de-chaussée voilà. Donc ça, c'est un aménagement raisonnable, mais ce qui serait le plus idéal, c'est que si on construit une nouvelle école, qu'elle soit d'ores et déjà accessible avec il a besoin d'une aide technique, on va dire. Ce serait qu'il y ait une personne au niveau de cette école qui soit là pour l'accompagner, pour l'aider à chaque fois qu'il a envie d'aller aux toilettes ou bien qu'il a envie de sortir ou bien voilà. Donc ce serait une auxiliaire un petit peu, on parle beaucoup en ce moment, c'est d'auxiliaire de vie, d'auxiliaire scolaire, donc quelqu'un qui soit là pour l'aider un petit peu dans ces démarches à l'intérieur de l'école. Et donc effectivement, ce sont des choses qui peuvent être réalisables. Et ce sont des choses qui doivent être prévues dans les programmes qui sont mis en place. Donc s'il y a un programme pour l'éducation, c'est se dire aussi qu'il y a des nouveaux métiers comme les auxiliaires de vie scolaire, comme je sais pas, enfin il y a plein de choses Comme par exemple lorsqu'il s'agit de construire de nouveaux établissements, prendre en considération les enfants handicapés avec de l'accessibilité, etc. Donc veiller à ce que toutes ces choses qui font en fait que l'enfant se sente handicapé disparaissent, parce que si on enlève toutes ces choses, eh bien l'enfant n'est plus considéré comme étant en situation de handicap. Voilà. En tous les cas, cet enfant effectivement ne vivra plus cette situation parce que qu'est-ce qui le fait vivre une situation de handicap? C'est tous les obstacles qu'il rencontre pour réaliser, comme tous les autres enfants, sa participation. Donc à chaque fois que ces obstacles-là sont éliminés, et donc moins les personnes vont se sentir en situation de handicap. Donc ils vont se sentir en situation de participation sociale, et donc là ils vont pouvoir faire les choses comme tout le monde et donc avoir des échecs ou non, ou des réussites, mais au moins voilà, ils auront la même égalité des chances que tout le monde, que tous les autres. Égalité des chances, c'est très important. Cet exemple est valable aussi pour une personne qui aimerait travailler, qui aimerait voyager, qui aimerait aussi avoir des loisirs, qui aimerait aussi aller faire ses courses, aller chercher ses papiers à la mairie. Cet exemple, vraiment par rapport à l'enfant qui a envie d'exercer un droit qui est celui d'être scolarisé, eh bien cet exemple est valable vraiment pour
tout citoyen en situation de handicap qui rencontre des difficultés dans la vie de tous les jours pour vivre à égalité des chances dans cette société avec d'autres citoyens. Alors, donc la convention est là en quelque sorte aussi pour déculpabiliser aussi la personne handicapée, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu rencontres ces difficultés, c'est pas parce que tu es handicapé, c'est pas à cause de toi, mais c'est parce que le monde qui t'entoure, eh bien, n'est pas en conformité avec ce que tu endures. Voilà, tout à fait, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de changement de regard, de changement de vision de la société envers les personnes handicapées. Donc, effectivement, une personne qui ne marche pas, donc c'est dans un contexte médical, on va dire, ou une personne qui ne voit pas ou qui n'entend pas, c'est parce qu'il y a, effectivement, si on fait un diagnostic médical, il y a une déficience au niveau de l'organisme, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne peut pas aller au cinéma, qui ne peut pas circuler, voyager, et donc là, on est dans le cadre de la participation sociale. Juste une petite définition justement du handicap d'après la Convention, même si elle n'est pas figée. Donc la Convention, elle propose une définition dans son article 1. Donc par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut se faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc effectivement, là on voit bien que ce sont des personnes qui présentent effectivement une déficience mais en interaction avec leur environnement, qui vont présenter donc des limites à leur participation sociale. Donc c'est ça finalement, le handicap, il se trouve au niveau de la participation sociale. Donc si ces personnes ne peuvent pas participer socialement comme tous les autres, cela veut dire qu'ils sont en situation de handicap. Est-ce que quelqu'un de feignant est une personne en situation de handicap ? Je fais l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on mesure le handicap d'après la participation sociale, mais à l'origine, il y a quand même cette déficience, voilà, durable, comme l'explique justement cette définition, qui interagit sur la participation sociale. Mais une personne feignante n'est pas une personne en situation de handicap. Pas du tout, oui. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien qui est très intéressant. Alors merci Assia Hazi, je rappelle que vous êtes formatrice sur les approches du handicap et que vous travaillez en handicap international. Vous êtes notre spécialiste aujourd'hui à propos de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors aujourd'hui, on a essayé de parler globalement de la convention. On a essayé aussi d'introduire ou de faire une petite introduction par rapport à cette convention. Et la semaine prochaine, on va s'attarder sur les 8 principes justement de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc avant de nous quitter, est-ce que vous voulez dire peut-être un petit mot ou ajouter quelque chose justement par rapport à ce qui nous attend la semaine prochaine ? Non, en fait, je voudrais te remercier donc de m'avoir invité pour parler de la convention. Effectivement, ce sont des émissions qui sont très intéressantes et qui, j'espère, vont donner vont avoir un impact au moins sur la vision des
des personnes qui écoutent ces émissions. Mais effectivement, la semaine prochaine, donc là on a parlé dans un contexte un peu général, en illustrant un petit peu, parce que c'est difficile de tout expliquer en une seule fois. Et donc la prochaine fois, on pourra s'attarder effectivement sur les 8 principes de manière plus détaillée. Et parmi ces principes, vous allez voir qu'on va beaucoup s'attarder aussi, on va beaucoup parler de l'accessibilité. En tout cas, merci beaucoup Assia Hazi. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission À Bras le Corps. En attendant, je vous invite à rejoindre la page Facebook À Bras le Corps pour vos commentaires et surtout nous dire exactement comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses et nous parler justement de cette convention qui est très très importante par rapport justement aux personnes en situation de handicap. À la semaine prochaine.